Claude Toracinta, on vous remercie d'être venu sur le stand La Radio du Salon. C'est une première pour nous. Et j'entrerai directement en matière avec l'ouvrage que vous venez de publier qui s'appelle Rosette pour l'exemple. Et je voudrais juste vous apporter une petite anecdote qui est arrivée aujourd'hui sur ce stand. Pas plus tard qu'il y a 2 heures de temps, une dame d'un certain âge nous a acheté un de vos ouvrages. Et puis, elle a hésité à rester pour pouvoir le faire dédicacer. Par contre, ce qu'elle nous a dit, c'est très important. Elle a dit, voilà, j'ai une fille, elle-même une fille, je vais l'offrir à ma fille, qui elle-même va l'offrir à sa fille. Alors, est-ce qu'à quelque part, quand je vous raconte cette petite anecdote, c'est pas directement un remerciement aux soins que vous avez pris de rendre la mémoire à Rosette? Je l'espère, tout au moins ce genre d'anecdote me rassure et me fait plaisir, parce qu'il s'agit de témoigner et de rappeler ce qui s'est passé dans les années 40 à Genève, et de dire ça notamment à l'égard des jeunes. J'ai appris il y a quelques jours qu'il y avait une 50aine d'ouvrages qui avaient été commandés par les bibliothèques scolaires, et ça me réjouit. Ça me réjouit que ce genre d'histoire ne tombe pas dans l'oubli, mais soit un témoignage sur une période, notamment pour les jeunes. Voilà, maintenant je vais en revenir peut-être sur l'aspect un peu plus littéraire. Je dois vous dire franchement que j'ai relu et relu à plusieurs reprises votre ouvrage, parce qu'il y a beaucoup de phrases, connaissant bien votre parcours professionnel, qui sera décrit dans un chapeau sur la présentation professionnelle que vous avez exercée. Il y a quand même une question que je me suis posée. Pourquoi à un moment donné dans votre vie, relativement jeune encore, vous prenez la direction de l'Hospice Général? J'ai terminé, je prenais ma retraite, j'allais prendre ma retraite à la télévision suisse romande, et j'avais décidé de rendre service à la collectivité. Je pensais être chauffeur bénévole ou de donner des cours de français à l'université ouvrière. Et c'est Guy-Olivier Second qui m'a contacté et m'a demandé de prendre la présidence de l'Hospice Général. Et je veux dire, j'avais le sentiment d'aider en quelque sorte, de rendre ce que j'avais reçu de la collectivité. Je suis d'une famille modeste, mon père était ouvrier électricien, j'ai fait des études, j'ai bien été servi dans la vie professionnellement, j'ai fait un métier fantastique, et j'estimais devoir en quelque sorte rendre par une action comme la présidence de l'Hospice Général, et ça m'a permis en même temps de découvrir la réalité sociale genevoise, et c'était une expérience fantastique. C'est bon, ok. Claude Toracinta, donc après avoir relu et relu votre livre sur Rosette, j'ai été frappé par des détails. Lorsque par exemple vous étiez proche de l'endroit où se sont passés les événements, vous imaginez même les barbelés étaient peut-être là ou à 1 mètre plus loin et tout, etc. Et puis en fin de compte, au bout de chaque phrase, chaque fois qu'on avance dans votre lecture, nous-mêmes, on se sent coupable. J'habite effectivement près de l'endroit où Rosette est passée. Et je dirais que j'ai l'habitude de cette région, qui est juste à la frontière franco-genevoise entre Saint-Julien et Bernay, et Cesseneuve où j'habite. Et quand je vois ce paysage aujourd'hui très calme, paisible, où on peut passer sans problème, il n'y a pas de douane, les paysans genevois vont travailler leur champ en France, les Français viennent travailler en Suisse, les gens vont faire leurs courses à Saint-Julien, je me dis, il y a une époque où ce paysage n'était pas tranquille, où ce paysage il y avait des barbelés, il y avait des patrouilles allemandes, il y avait des soldats suisses, il y avait des gardes frontières. C'était un lieu qui était un lieu difficile, où des gens essayaient de passer à tout prix pour se réfugier et sauver leur vie. Et je dois dire, ça me touche chaque fois que je vois ce paysage, je me dis, ce paysage est un paysage heureux, paisible, et c'est en même temps été un paysage de malheur. Bien entendu, il faut situer les après-années 30 jusque dans les années 40, où le gouvernement fédéral, le palais fédéral a donné des ordres sur la sécurité. On s'est barré, on s'est muré. Pour faire un petit parallèle, si vous le voulez bien, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Je couperai si jamais. Hein. Je me demande ce que demain, la loi sur l'immigration, étant donné qu'elle a tellement de fois été changée, si on va pouvoir l'appliquer ou se trouver dans la même situation que vous avez découvert en faisant des enquêtes dans les archives, en vous déplaçant à New York, en Allemagne, en France, pour voir des survivants ou de la famille des survivants, et en particulier le frère de Rosette. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque dans les années à venir en Europe? Bon, il est certain qu'on ne peut pas comparer ce qui s'est passé entre 1942 et 1944
où les gens qui étaient refoulés étaient des gens qui, dans la plupart des cas, étaient arrêtés par les Allemands, déportés pour certains, périssaient à Auschwitz ou dans un camp de concentration. Donc on ne peut pas comparer. Mais il est vrai que la situation qui existe en Europe depuis quelque temps, les pays se barricadent, refusent les migrants, la montée du nationalisme, la montée du populisme, le rejet de l'autre, tout ça est inquiétant. Alors je le répète, on ne peut pas comparer, mais dans une certaine mesure, c'est comparable. Dans une certaine mesure, les gens qui à l'époque ont procédé à des refoulements, aujourd'hui procéderaient peut-être de même. Donc je veux dire par là, si vous voulez, la situation est différente et en même temps elle est semblable. La situation n'est pas comparable et en même temps il faut comparer. Il faut se dire que l'attitude qu'on a à l'égard des migrants aujourd'hui est une attitude parfois négative, trop négative. Il faut se rendre attentif à cela. Et puis alors il y a une chose qui m'a complètement subjugué dans la lecture de votre livre, c'est le côté de la justice qui a laissé courir les auteurs, les deux principaux auteurs que vous citez, prénom et nom. Vous dites même que c'est Odier, je crois. C'est pas Odier, hein, c'est Odier. Oui. Vous dites qu'il est même devenu attaché de presse du concours hippique de Genève. Donc c'est une personne qui est encore vivante actuellement. Il est mort. Daniel Odier, qui a agi comme officier de police entre 1942 et 1944 et qui est responsable d'un certain nombre de refoulements, était antisémite. Il avait un échec professionnel, une certaine frustration, donc ça lui donnait du pouvoir à l'égard des gens qui se présentaient à la frontière. Il n'aimait pas les gens, les juifs, les pays qui venaient des pays de l'Est. Donc il a commis il a pris un certain nombre de décisions tout à fait inadmissibles, de refoulement. Comme disent les historiens qui ont étudié cette période, le doute ne profitait avec lui jamais aux réfugiés. Alors à la fin de la guerre, il a fait un rapport sur ce qui s'est passé, et puis on l'a oublié. Il est devenu conseiller municipal à Cherbourg. Il a été effectivement attaché de presse ou chargé de sécurité au concours hippique international. Et puis il est mort en 1971, si j'ai bonne mémoire. Alors écoutez, il y a aussi des aspects positifs quand même dans votre livre, où vous relevez que soit des citoyens ou même des fonctionnaires, des douaniers, des policiers ont été jusqu'à accueillir des réfugiés, qu'ils soient juifs ou autres, dans leur propre maison, au mépris des lois en vigueur. Le livre Rosette pour l'exemple raconte un refoulement inadmissible et scandaleux. Et il y a eu d'autres refoulements, mais en même temps il y a eu des gens qui se sont dévoués pour accueillir des réfugiés. En fait, si vous voulez, la politique suisse à cette époque est une politique extrêmement complexe, un peu contradictoire, et également l'attitude des gens à la frontière, ceux qui sont au front pour accueillir ou recevoir les gens et tout. Il y a des gens qui sont merveilleux, qui sont des justes, comme disaient les Israéliens, et en même temps des gens qui se conduisent très mal. Je dirais que c'est un reflet de la nature humaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vraiment, je pense à ce chef de camp. 3 jeunes se présentent à la frontière, ils avaient 17 ans. Ils disent on a 16 ans parce qu'ils savaient que les jeunes de moins de 16 ans étaient accueillis. Et puis 24 heures après, ils se disent, oh là là, on va découvrir qu'on a menti, on va avoir des ennuis. Ils vont voir le chef de camp et lui dire, on a menti. On a 17 ans, donc. Le chef de camp devait informer les autorités militaires, ils auraient dû être refoulés. Il n'en a rien fait, il a laissé passer les choses. Et j'ai rencontré un des survivants en Israël qui m'a dit, grâce à lui, j'ai survécu. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Je pourrais citer d'autres cas. Des jeunes qui se présentent le 31 décembre à la frontière, 3 jeunes filles, elles sont trempées, il fait froid, un garde frontière les arrête, il devait les conduire à l'autorité militaire, il les emmène chez lui. Il dit à sa femme, soignez-vous, fais-lui de la soupe. Et donc, elles sont restées 3-4 heures chez lui, elles se sont séchées, elles se sont réchauffées, et ensuite il les a conduits à l'autorité militaire. Et cette femme qui habite à Newton aux États-Unis me disait, c'est un tout petit geste d'humanité, mais je n'oublierai le geste de ce garde-frontière qui a été un être humain ce soir-là. Eh bien, Claude Torasanta, nous vous remercions de votre présence et surtout des choses que vous avez si simplement dites qui sont accessibles à un grand public. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est beaucoup de lecteurs, mais moi personnellement, en tant que responsable de Marche, ce que je souhaite, c'est que les écoles vous invitent à faire des conférences. Car je pense qu'à quelque part, c'est aussi, je dirais, une obligation de l'éducation, de devoir informer des enfants qui ne connaissent rien du passé, de l'histoire, et je pense que ça sera certainement un succès. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs j'ai accepté déjà un certain nombre de conférences et de débats, et puis surtout j'ai appris il y a quelques jours que les autorités genevoises avaient acheté une 50aine d'ouvrages pour les bibliothèques à l'intention des jeunes, et c'est une très bonne nouvelle. Merci de votre présence, à très bientôt. Merci à vous.